Bien, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans cette deuxième capsule sur la gestion du temps et de son travail en période de confinement. Je vous encourage à aller voir la capsule de la semaine passée qui montrait déjà beaucoup de choses sur la gestion du temps de manière globale dans une journée de confinement. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à vos heures de travail. Probablement besoin, une fois de plus, de faire le bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, à moins que vous parliez des collègues, auquel cas ce sera une capsule, comme Cédric vient de le dire. Autrement, arriver à s'arrêter, gérer les emails, trouver le rythme, des problématiques, somme toute, classiques. Donc rapidement, pour aujourd'hui, moi je m'appelle Stéphane Nation. Ceux qui étaient déjà là la semaine passée me connaissent en deux mots. Mon champ d'expertise, c'est l'amélioration de l'efficacité professionnelle et privée. Je fais ça depuis une quinzaine d'années. J'ai testé toutes les pratiques de télétravail chemin faisant. Je suis l'heureux papa de deux garçons très énergiques et en période de confinement qui s'ennuient un peu. Si après coup vous avez envie de me contacter, il y a tout ce qu'il faut sur ces diapositives. Vous les retrouvez dans la vidéo. Vous n'hésitez pas, je répondrai à vos questions avec plaisir. Aujourd'hui, on va rapidement vous donner un fil rouge pour organiser votre travail dans ces journées de confinement qui se décline comme suit. D'abord, il faut planifier et prioriser ce qu'on a à faire. Ça, c'est l'avant. Ensuite, pendant, il faut diminuer les interruptions qui viennent saper notre productivité. Et Dieu sait qu'on en a dans une journée. Et être capable de maîtriser l'imprévu qui donne un grand coup de pied dans la planification qu'on s'était prévu pour notre belle journée, toute bien organisée. Et puis, il faut s'adapter parce que dans la vraie vie, ça se passe jamais comme on l'a prévu. Ça, on le sait tous. Comment on fait pour planifier? Planifier, c'est différentes étapes. Premièrement, et la plus importante peut-être de toutes, c'est de clarifier la demande, clarifier ce qui vous arrive dessus, clarifier ce que vous avez à faire. Si vous n'êtes pas clair sur ce que vous avez à faire, vous ne serez pas clair sur quand vous pouvez le faire, le temps que ça vous prendra, l'énergie mentale que ça vous prendra. Donc, du coup, ça va être très compliqué de lui trouver la bonne place dans vos journées. Pour clarifier la demande, il y a différents outils qui sont finalement des questions que vous vous posez pour être sûr d'avoir bien compris ce qu'on vous demande ou ce qu'on vous transmet comme tâche. Il y a les fameux objectifs SMART qui signifient que la chose qu'on vous donne à faire doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, c'est-à-dire avec un délai clair. Ça, ce sont des choses que vous retrouvez sur Internet, les objectifs SMART, si ça vous intéresse pour avancer. Et puis, il y a toute une série de questions clarificatrices que vous pouvez prendre comme un outil à ne jamais oublier, qui sont comment, qui, quoi, combien, où, quand et pourquoi. Pour se rappeler de ces 7 questions, vous pouvez les mettre dans l'ordre où je vous les ai dit. Ça fait l'acronyme un peu rigolo de CQQ, c'est occupé. Donc voilà, avec ça, généralement, on se rappelle qu'il y a 7 questions. Et puis simplement, l'idée, c'est de vous dire, est-ce que si je me pose ces questions sur ce qu'on me donne, est-ce que j'arrive à y répondre ou est-ce que c'est flou? Est-ce que c'est obscur? Auquel cas, vous avez besoin de plus d'informations sur la tâche qui vous est transmise afin de pouvoir, dans un deuxième temps, la planifier. Je vous propose 2 horizons temporels pour planifier ce que vous avez à faire, qui sont la semaine, on appellera ça le long terme, dans ce qu'on dit aujourd'hui. Je vous encourage à planifier dans votre agenda. On le verra, l'agenda, c'est l'outil indispensable si on veut savoir où on va et ne pas être perdu en cours de route. Je vous encourage à faire ça le vendredi soir, avant de finir votre semaine de travail, un peu comme une routine, de clôture de votre semaine. Ça vous permet de bien couper le week-end parce que vous savez ce que vous avez à faire la semaine prochaine. Vous avez déjà les grandes lignes de ce que vous devez faire pour faire les choses importantes la semaine suivante. Et de refaire le même exercice en fin de journée chaque jour pour vous assurer que ce que vous aviez prévu le vendredi d'avant soit toujours réaliste, soit toujours souhaitable. Et sinon, le cas échéant, de vous réajuster sur ce qu'est devenu votre réalité à ce moment-là. Une fois que vous avez fait ça, vous priorisez. Je vais vous donner, pas 3 outils, mais 2, on en a enlevé un pour être mieux dans le temps, qui vous permettent de savoir effectivement quelles sont les choses à faire avant. Je vous le disais, un agenda, c'est important. Il est très important pour vous d'avoir un agenda parce que ça donne une notion temporelle à ce que vous avez à faire. Et puis, nos journées, on ne peut pas y mettre 100 millions de choses parce que sinon, on finit jamais ce qu'on a à faire. Et puis, on finit nos journées avec un sentiment désagréable de mauvaise conscience, de se dire je suis en retard, etc. Donc, il faut voir dans le déroulement de votre journée si vous avez le temps de faire tout ce que vous auriez envie d'en faire en bloquant des grosses plages d'1 heure, de 2 heures, de 30 minutes au minimum pour planifier dans votre journée tout ce que vous avez à faire. Et là,
je vous encourage à mettre ce qu'il y a dans votre journée, qu'elle ce soit professionnelle, privée, familiale, sportive, etc. Parce que finalement, vous ne pouvez pas faire deux choses en même temps. Vous ne pouvez pas être à deux endroits en même temps. Vous devez faire qu'une chose. Donc, vous avez à choisir. Autant choisir avant et le rendre visuel sur un agenda que d'être toujours en train de vous dire qu'est-ce que je fais maintenant pour bien faire. Qu'est-ce qu'on met dans l'agenda? Évidemment, les séances, ça ne surprendra personne. C'est ce qui arrive le plus souvent à travers Outlook, c'est les séances. Mais il faut aussi y mettre les projets. Les projets, ce sont les grosses pierres. La métaphore des grosses pierres que vous connaissez probablement tous, je la résume en 2 phrases. Si vous remplissez un seau avec du sable à ras-bord et qu'ensuite vous essayez d'y mettre des grosses pierres, ça va déborder. Si vous remplissez le seau avec des grosses pierres et que vous mettez du sable après, le sable, il va se mettre dans les petits interstices. Dans cette métaphore, les grosses pierres, ce sont les choses importantes que vous devez mettre dans votre journée. Le sable, c'est le reste. Vous pouvez y mettre les tâches qui sont non récurrentes à faire, des choses qui ne sont pas partie du gros projet, mais qu'il faut faire quand même parce que vous avez un délai. Je vous recommande de bloquer tout ce qui vous prendra de votre estimation 30 minutes ou plus. Si vous avez quelque chose qui est plus court, ne le bloquez pas dans l'agenda. Ça devrait un agenda avec trop de patchwork, ça devient illisible. Mais si au moins vous vous dites, je dois passer une demi-heure sur cette tâche-là pour la faire, bloquez-la. Et puis, priorisez logiquement, pas émotionnellement. On a un biais cognitif en termes d'organisation à toujours vouloir commencer par faire les choses qu'on aime bien, par faire les choses qui sont agréables. Ces choses-là sont généralement des choses qui sont au centre de notre zone de compétence, de notre zone de confort. Ça ne veut pas du tout dire que ce sont les choses prioritaires et importantes à faire à ce moment-là. Essayez vraiment de réfléchir en termes de délivrabilité, d'exécution et pas de vous dire « j'aime bien faire ça, je commence par ça ». Au contraire, gardez-vous les tâches agréables et faciles pour plus tard dans la journée où vous avez moins d'énergie. Rapidement, les matrices Eisenhower, si ça vous intéresse, notez juste matrice Eisenhower sur votre bloc de papier. Vous aurez 1000 ressources partout pour savoir comment ça fonctionne. Mais en gros, ça vous permet de classifier en 4 cases les choses que vous avez à faire. Si c'est urgent et important, il n'y a pas de doute, il faut le faire rapidement, maintenant, aujourd'hui peut-être. Si c'est pas urgent et que c'est important, c'est que vous vous êtes bien planifié, que c'est une chose que vous avez le temps de faire avant qu'elle devienne urgente, mais il faut la faire quand même. Si c'est pas important pour vous, mais que c'est urgent, ce sont plutôt des services qu'on rend aux collègues ou des tâches qui n'ont pas vraiment une grosse valeur ajoutée pour vous, pour votre responsabilité professionnelle à vous. Dire oui de temps en temps, mais pas tout le temps. Et comme vous n'aurez jamais vidé votre liste de tâches, comme vous n'aurez jamais fini ces 3 tâches-là, tout ce qui n'est ni urgent ni important, sortez-le de votre vie. Eisenhower Top nous dit Sam Villemier, ça aide beaucoup. C'est une tournure d'esprit. Ça bloque l'agenda pour les séances. Oui, les séances, il ne faut pas forcément tout accepter non plus. Il faut accepter des séances avec parcimonie en fonction de la valeur ajoutée que ça a. Stéphane, oui, je t'interromps juste une chose aussi. Souvent, on oublie de se planifier en fait des séances tout seul. Donc, ses propres séances personnelles pour le travail personnel. Oui. Et ça, c'est souvent une erreur qu'on fait. C'est-à-dire qu'on remplit, on se dit, c'est génial, j'ai rempli mon agenda. Puis après, on se rend compte qu'on a besoin de temps personnel pour faire avancer les choses. Et n'hésitez pas, on va dire, au début de la semaine, à planifier des demi-journées ou des quarts de journée pour vos séances personnelles. Oui. C'est ce que moi j'appelais effectivement les projets ou les grosses tâches qui sont des choses que vous décidez de mettre dans votre agenda au-delà des séances qu'on vous demande. Les séances arrivent de l'extérieur, le reste de ce qu'il y a de libre dans votre agenda, c'est vous. De toute façon, un agenda, c'est un outil pour que vous gériez votre temps. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'avoir une vision et un contrôle sur votre temps. Eisenhower, c'est top. Parfois, ça suffit pas. Qu'est-ce que je vous propose pour prioriser à ce moment-là? Vraiment d'avoir l'idée de faire le pire truc que vous ayez à faire dans une journée. C'est-à-dire, réfléchissez en termes de crapaud. C'est une métaphore qui nous vient de Brian Tracy, l'auteur, si ça vous intéresse, qui dit qu'au début d'une journée, il faut commencer sa journée par avaler le plus gros et le plus dégoûtant des crapauds que vous ayez à avaler dans la journée. Donc, vous voyez bien la métaphore, voilà, on avale. C'est une métaphore qui est volontairement, qui doit vous toucher un petit peu dans le physiologique pour vous faire comprendre qu'une fois que c'est fait, c'est fait.
On peut passer à la suite de la journée. Le crapaud, c'est quoi? C'est effectivement la tâche la plus désagréable ou la plus lourde que vous ayez à faire, celle que vous auriez tendance à procrastiner, à remettre à plus tard et que finalement vous faites en toute urgence parce que vous n'avez pas réussi à vous y mettre d'abord. Si vous faites de cette tâche-là la première de votre journée, une fois qu'elle est finie déjà, premier effet qui se coule, vous avez un extraordinaire sentiment d'accomplissement. Quand bien même c'est que 8h30 le matin, vous dites ça, c'est fait, c'est un soulagement, c'est une liberté, ça vous donne de l'espace pour le reste de votre journée. Et puis, ça vous évite de la repousser 1000 fois dans votre journée. Et ça mange de l'énergie. Ça mange du jus de cerveau de devoir décider de ne pas faire, de repousser une tâche encore et encore. Et cette énergie-là, vous ne l'aurez pas dépensée sur de la procrastination parce que la tâche, elle sera faite. Vous pourrez l'utiliser pour autre chose. Donc, toute l'énergie que vous pouvez utiliser à bon escient, l'énergie de votre cerveau, c'est tout ça de gagner pour faire des bonnes journées sereinement. Vous avez bien planifié votre agenda maintenant, vous déroulez votre journée. J'aimerais que vous vous rappeliez juste d'une chose, votre planning, c'est un guide. C'est un guide parce que votre journée, elle ne se passera pas comme ça. Votre journée, elle sera pleine d'imprévus. Votre journée, elle sera pleine de restructuration. Vous n'êtes pas seul dans votre confinement. Pour la plupart des gens, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des conjoints, il y a des collègues. Tous ces gens-là gravitent autour de votre planning et feront que probablement que ça ne se déroulera pas de la manière prévue. Mais ce n'est pas bien grave. Il faut rester zen parce que c'est comme ça pour tout le monde. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis, montrer un peu de flexibilité et gérer les interruptions comme elles arrivent. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans les diapositives suivantes. Si on fait correctement ces choses-là, on arrivera à s'adapter aux imprévus. Je vous montre comment après. Alors, comment on gère les interruptions? Pas en s'arrachant les cheveux comme le personnage là. Simplement, il y a deux choses à faire pour les interruptions. Pourquoi déjà c'est important de gérer les interruptions? Simplement parce que vous êtes comme un diesel, pour ceux qui aiment un peu la mécanique. Quand vous vous mettez à une tâche, vous avez votre énergie qui monte, votre concentration qui monte, votre productivité qui monte au fur et à mesure que vous vous rappelez le contexte, ce qui est attendu de vous, où vous en étiez, les documents nécessaires, tout ce qui est nécessaire à accomplir la tâche. Et à un moment donné, vous êtes monté, vous êtes au top. Et là, vous commencez à faire votre tâche et tout d'un coup, interruption. Boum, on redescend à zéro. On traite l'interruption et il faut remonter. Et des interruptions comme ça, on en a plusieurs dizaines, voire centaines par jour. Donc, si vous arrivez à diminuer le nombre d'interruptions qui vous perturbent dans l'exécution d'une tâche, vous arrivez à effectuer cette tâche beaucoup plus rapidement, beaucoup plus sereinement, avec une meilleure qualité et avec un meilleur confort. Donc, première chose qu'il faut faire dans votre journée, c'est diminuer un maximum le nombre des interruptions. Je détaille ça après. Et puis, parfois, il y a des imprévus. La différence entre une interruption et un imprévu, c'est que l'imprévu vous demande d'arrêter ce que vous étiez en train de faire ou de ne pas faire ce que vous aviez planifié pour traiter l'imprévu. Donc, du coup, grand coup de pied dans votre organisation de la journée, mais ce n'est pas grave, vu qu'on sait bien planifier notre agenda, il y a juste qu'à l'intégrer à la bonne place et redérouler la suite en fonction de ce qu'on peut avoir comme disponibilité à venir. Quelques interruptions rapidement. On peut avoir des demandes qui viennent de gauche, de droite, collègues, fournisseurs, enfants, conjoints, conjointes, etc., etc. Des bruits aussi. Si vous êtes concentré puis qu'il y a un gros coup de klaxon dans la rue, c'est pareil. Vous avez votre interruption et vous êtes de nouveau au niveau zéro de votre tâche. Le téléphone qui sonne auquel il faut répondre, les notifications, les milliards de notifications qu'on peut avoir dans tous les sens sur votre ordinateur, sur votre téléphone, les emails, les WhatsApp, les SMS, les réseaux sociaux, etc. Vous avez également tout ce qui est interruption interne, c'est-à-dire je suis en train de travailler sur un dossier et puis j'ai une idée qui n'a rien à voir. Ou je me demande est-ce que je suis bien à jour dans tel autre dossier ou est-ce que je n'ai pas raté le coche avec telle demande. Ça, ce sont des choses qui vous parasitent. Et le ressenti. Je suis en train de travailler, tout d'un coup j'ai faim, j'ai soif, je suis fatigué, etc. Toutes ces demandes-là, toutes ces interruptions-là, vous avez des moyens de les traiter pour qu'elles soient moins nombreuses. On enlève les notifications quand il y a une idée qui nous parasite, on la met dans un carnet, on la traitera plus tard. On s'isole du bruit avec un casque, une musique qui favorise la concentration. Il y a plein de choses à faire pour vraiment diminuer le nombre des interruptions. Une qui est la plaie de beaucoup de monde, c'est les emails. Alors là, j'aimerais juste rapidement faire casser un mythe, c'est-à-dire que c'est vous qui gérez vos emails. Ce ne sont pas vos emails qui vous gèrent.
en bas, ici en bas à droite de l'écran, qui non seulement fait ding-ding si on a mis le son, mais qui en plus vous indique de qui ça vient, le titre et peut-être les premières lignes. Donc là, il y a tout ce qu'il faut pour être complètement perturbé dans ce qu'on était en train de faire. Donc vous enlevez les notifications et vous décidez quand vous allez vous gérer vos emails. Ça peut être une fois par jour, 2 fois par jour, ça peut être toutes les heures. C'est vous qui voyez en fonction de la réalité de votre emploi, mais c'est vous qui décidez quand vous allez gérer les emails. Donc, tout ce qui fait que les emails se rappellent à vous, il faudrait supprimer. Et on ne regarde jamais ces emails. On ne regarde jamais ces emails. On traite ces emails. Vous n'allez pas regarder dans votre boîte email pour voir si vous avez reçu quelque chose, si dans 10 secondes, vous devez finir votre journée ou vous devez partir. Parce que la seule chose que ça va faire, c'est que ça vous rajoutera des choses dans votre cerveau qui vont commencer à tourner. J'ai une demande de mon chef, de ma chef, comment je vais faire? Je ne sais pas comment faire. Oh là là, je ne sais pas gérer. J'ai besoin de poser, j'ai besoin de réfléchir. Je ferai ça demain, mais en même temps, cette petite perturbation, elle va continuer à tourner. Donc, traiter ces emails, ça veut dire que quand vous allez dans votre boîte email, vous êtes capable de passer du temps pour savoir ce que vous allez faire. Ça ne veut pas dire le faire à ce moment-là, mais au moins de gérer et de transformer ça en tâches actionnables. Idéalement, si vous pouvez avoir une inbox vide une fois par jour, mais complètement vide, c'est un sentiment de maîtrise de son quotidien professionnel. C'est un sentiment d'air, d'espace, de respiration dans ce qu'on a à faire qui est fantastique. Ça vous donne une énergie fantastique. Alors, je vous le dis là pour que vous le sachiez, c'est généralement un travail d'accompagnement et de coaching qui est beaucoup plus complet que ce qu'on peut faire dans ces capsules. Mais si on arrive à avoir une boîte de réception vide une fois par jour, c'est extrêmement puissant. Et puis, je vous propose encore rapidement de supprimer tout ce qui est inutile, à savoir les newsletters qui ne vous intéressent plus, de demander aux gens qui vous mettent systématiquement en copie pour des emails qui ne vous intéressent pas d'arrêter de le faire, etc., puisque la meilleure manière de gérer vos emails, c'est encore d'en recevoir moins. Je prends juste la parole 2 secondes aussi là. C'est vrai que les emails, c'est un gros sujet et on pourrait faire, je pense, une thématique rien que là-dessus. On pense aux emails qui viennent sur l'ordinateur, mais on pense moins aux emails qui viennent sur votre téléphone. Et en période forcément de confinement, on est tout le temps interrompu par les emails, par les groupes WhatsApp, comme vous le savez. Et je pense que la première chose, on l'a déjà dit, la capsule 1, mais je pense que ça vaut la peine pour toutes les personnes qui n'étaient pas là, c'est vraiment d'enlever ces notifications. Donc, c'est vraiment vous qui choisissez de les voir et non pas l'inverse. Et je suis sûr que, comme disait Stéphane la première fois, vous êtes au moins dans 10 groupes différents qui envoient probablement 10 messages par jour au minimum. Donc, ça fait déjà 100 messages par jour. Donc, si vous enlevez déjà ces 100 messages automatiquement qui font des petits pop-up sur votre téléphone, ça vous fait déjà 100 interruptions de moins par jour en moyenne. Donc, voilà, si vous ne savez pas comment faire, demandez à des personnes qui le savent autour de vous. Ce n'est pas très compliqué et ça vous fait gagner un énorme temps par la suite. Merci Cédric. On trouve tout plein aussi. J'explique souvent que YouTube est une bonne ressource. Vous tapez comment, puis vous mettez votre problème après. Vous avez certainement une vidéo qui va vous montrer comment faire ce que vous avez envie de faire. Juste un petit parallèle sur ces notifications. On a souvent tendance à dire quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Vous avez déjà entendu cette phrase-là? Mettez-moi un petit pouce si vous avez déjà entendu la phrase. Ouais. Quand on dit quand c'est gratuit, c'est vous le produit, c'est pas vous en tant que personne, c'est votre attention. Et votre attention, c'est ce qui permet à tous ces produits gratuits d'être financés autrement. C'est pour ça que quand on scrolle sur les réseaux sociaux, c'est infini. On peut y aller toute sa vie, il y aura toujours des nouvelles choses. C'est pour ça qu'il y a toutes ces notifications, parce qu'on veut votre attention. Vous voulez préserver votre attention. C'est vous qui décidez quand vous leur donnez et quand vous ne voulez pas leur donner. C'est pour ça qu'il faut enlever ces notifications, ou en tout cas toutes celles qui ne sont pas indispensables. Si vous avez une alarme pour un médicament à une heure précise, ou si vous devez recevoir un message particulier d'une application, ok. Mais il faut vraiment qu'elle ne soit pas noyée dans les 100 ou 200 notifications qui peuvent arriver chaque jour. Comment on fait pour accueillir les imprévus avec bonheur? C'est-à-dire qu'il faut les intégrer dans l'agenda. J'avais prévu de travailler 2 heures sur le dossier Martin. Je reçois un imprévu, ça va me prendre 2 heures. Le dossier Martin, je ne peux rien faire dessus aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Je vais le déplacer. Et je vais le déplacer soit à une autre partie de ma journée, soit plus tard. Ça dépendra le délai du dossier Martin. Mais j'ai besoin de pouvoir le faire. Donc, ça veut dire que l'agenda, il ne doit pas être surchargé déjà à ce moment-là. Donc, dans votre agenda, messieurs, dames, une seule chose à la fois.
Vous ne devez pas avoir des plages horaires qui se chevauchent. Vous ne pouvez pas être à deux endroits en même temps. Ou si vous arrivez à être à deux endroits en même temps, je suis volontiers disponible pour vous m'expliquer comment. Je serai prêt à payer cher pour savoir comment on fait ça, parce qu'on a tellement de choses à faire. Je vous recommande de bloquer 30% de votre temps pour des imprévus. Ça, c'est la loi de Murphy. La loi de Murphy, c'est la loi de la tartine beurrée qui tombe toujours sur la face beurrée par terre. C'est la loi qui dit que peu importe ce que vous avez prévu, s'il y a une chose qui peut mal aller, elle ira mal. Bloquer 30% de son temps, c'est pas ce que Cédric disait avant, de vous garder du temps pour faire des choses que vous avez à faire. C'est du temps pour lequel, de prime abord, vous n'avez rien identifié. Mais comme il va y avoir des imprévus, vous le bloquez pour pouvoir reporter, par exemple, le dossier Martin à cette période-là, qui était bloquée, mais qui n'était pas identifiée. 30%, c'est un chiffre qui nous vient de la gestion de projet, c'est ce qui réalistiquement peut arriver dans votre semaine, 30% d'imprévus. Donc, vous vous rendez compte que ça peut aller loin. Si vous arrivez déjà à bloquer 2 demi-journées, ça peut déjà vous aider à avoir ce tampon pour reprioriser avec sérénité. Si vous n'avez pas de temps, si vous vous êtes bloqué 8 heures de boulot tous les jours, toute la semaine, déjà dès le début, le moindre imprévu va vous mettre dans un stress phénoménal. Donc, gardez-vous du temps pour ça, vraiment. Et puis aussi, dans votre agenda, gardez du temps pour les transitions, que vous ayez des trajets. Typiquement, vous ne pouvez pas passer de la séance A à la séance B si la séance A se termine à 10 heures et que la séance B se termine à 10 heures. Premièrement, parce que les séances sont toujours en retard quand elles se terminent. Deuxièmement, parce qu'il y a peut-être 10-15 minutes de trajet entre les deux séances ou plus. Prévoyez ce temps de trajet et prévoyez-le large pour ne pas être stressé si vous avez à vous déplacer d'un bâtiment à l'autre ou d'un endroit à l'autre pour votre emploi. C'est important de le faire en étant serein et en arrivant à temps, même s'il y a des embouteillages, etc., etc. Il y a aussi une transition qui peut se faire si vous avez deux types d'activités très différents. La semaine passée, un enseignant me disait, moi, je me suis laissé des temps de transition après mes cours parce que je me rends compte que je ne peux pas passer de la fin d'un cours à de l'administratif comme ça. J'ai besoin d'un sas de décompression qui me permette vraiment de ressortir de ce que je viens de vivre dans le cours, etc. Donc, peut-être des fois, vous avez besoin de temps pour brancher votre esprit sur le type d'activité qui vient. Et je rebondis aussi là-dessus. En période de confinement comme aujourd'hui, on a tendance à avoir des séances qui se chevauchent. On commence une séance, on passe à la suivante, on passe à la suivante. Et hier matin, par exemple, j'avais 5 séances différentes en 4 heures de temps. Et en gros, à la fin, j'étais au bout du rouleau. Donc là aussi, n'hésitez pas à mettre 5 minutes de pause, quitte à dire aux gens, j'arrive dans 5 minutes, je suis en retard de 5 minutes. Le temps que vous allez aux toilettes, que vous preniez un verre d'eau, que vous preniez 5 minutes l'air, c'est vraiment important aussi en période de confinement. Et ça permet de pouvoir se vider un minimum la tête, quoi. Et c'est aussi pour ça, si vous avez la possibilité le soir, de prendre à la fin de votre travail, vu que vous avez plus ce temps de trajet qui avant a été utile pour vous changer la tête, de prendre ce temps peut-être pour vous balader, pour faire autre chose. Oui, prendre l'air, absolument. Je fais un aparté tout court sur les séances. On n'accepte pas une séance selon le critère qu'on nous l'a proposé à un endroit vide de notre agenda. On accepte une séance pour deux raisons. Premièrement, elle apporte de la valeur ajoutée pour ce que j'ai à faire en tant que professionnel. Ou deuxièmement, c'est moi qui apporte de la valeur ajoutée à la séance. Je vous le donne très brut comme ça, à vous de délayer un petit peu. Mais en gros, il y a quand même pas mal de séances où des fois, on pourrait juste se contenter de lire le PV. Ça irait très bien aussi. Fin de parenthèse. Maîtriser l'imprévu. L'imprévu, par définition, n'est pas planifié. Il nous arrive dessus. Il faut qu'on réagisse. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous donne un truc avec cette petite diapo en forme de main. Vous avez 5 choix. 5 choix pour faire une seule chose. Décidez maintenant. Vous avez un imprévu qui vous arrive dessus. Vous devez décider maintenant qu'est-ce que vous allez en faire. 5 possibilités. Vous le traitez. Parce que c'est le bon moment, parce que vous êtes la bonne personne, parce que vous avez tout ce qu'il vous faut sous la main, parce que vous avez le temps, etc., etc., vous pouvez le faire et vous pouvez le faire sortir de votre vie une fois que c'est exécuté. Sinon, vous pouvez le planifier. Vous êtes la bonne personne, mais c'est peut-être un peu flou. Vous avez besoin de clarifier un peu la demande, vous avez besoin de vous plonger dans des dossiers, vous avez besoin de demander à des gens. Là, vous pouvez vous dire, OK, je ne peux pas le faire maintenant, s'il y a possibilité, je la planifie à demain 8 heures, je te donne une réponse demain 9 heures. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Non, c'est trop tard. On s'ajuste.
Vous pouvez la déléguer. Peut-être vous n'êtes pas la bonne personne, peut-être vous avez quelqu'un d'autre qui le fera mieux ou qui le fera plus vite ou dont c'est plus dans le job description, dans le cahier des charges de faire cette activité-là, auquel cas vous déléguez à la personne et vous laissez cet imprévu sortir de votre vigne. Vous pouvez aussi refuser de faire la tâche simplement parce que c'est pas à vous de la faire ou parce que vous n'êtes pas compétent ou parce que vous avez simplement pas le temps. Mentalement, vous vous faites rapidement une matrice Eisenhower et vous dites non, ça c'est pas urgent et c'est pas important, donc je vais refuser poliment la demande que m'a fait la personne. Ou alors, quand vous avez quelque chose qui vous arrive dessus, simplement vous pouvez vous dire bon je classe, c'est une information intéressante, j'irai pas plus loin avec ça. Rappelez-vous ça, rappelez-vous cette main de vous dire quand quelque chose arrive, décidez maintenant. Décider, ça ne veut pas dire on me pose une question, je dois décider A ou B, oui ou non, noir ou blanc. C'est juste je décide comment je vais traiter cette nouvelle chose qui me rentre dessus. Je décide, ça ne veut pas dire je fais. Ça veut dire peut-être je ne fais pas. Mais je décide maintenant comment je vais la traiter. Et si il me manque des informations, du temps ou de l'énergie pour le faire, je le planifie. Est-ce que tout le monde est toujours avec nous? Très bien. Je rajouterais peut-être juste une chose. Effectivement, il y a, par rapport à ce que tu as dit pour les séances, bien sûr, si vous avez la possibilité de choisir vous-même, si on vous oblige à être une séance, forcément, vous devez y aller, c'est pas décidable. Mais je pensais aussi à beaucoup de personnes typiquement qui sont au secrétariat et qui ont un nombre d'imprévus qui est quasiment lié à leur fonction, en fait. Oui. Parce qu'elles reçoivent du téléphone, je sais pas, 20 fois, 30 fois par jour. Est-ce qu'il y a une manière différente, lorsque c'est le cas, de traiter ces imprévus ou est-ce que c'est pareil que si je suis dans mon bureau et que finalement je reçois des imprévus? Je pense que cette règle de décider maintenant, elle est assez universelle. Il y a effectivement des jobs comme dans les secrétariats qui sont peut-être même par définition des points de contact pour toutes les demandes, pour tous les imprévus, pour tout ce qui est pas planifiable. Ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas besoin d'avoir des tranches horaires de concentration, etc. Alors à ce moment-là, si vous avez beaucoup d'imprévus, j'en planifierai moins dans ma journée. Et j'aurais tendance peut-être à regarder avec mes collègues. Si par exemple, vous avez besoin d'assurer une permanence téléphonique et que vous êtes deux à le faire, peut-être de se dire, est-ce que la personne A peut avoir une heure où elle est déchargée de la permanence téléphonique de 8 à 9 le matin, où elle va ailleurs dans un bureau, dans une salle et elle fait un travail de concentration, et qu'à l'inverse, elle assure la permanence téléphonique une heure l'après-midi quand l'autre personne s'isole pour faire autre chose. Peut-être se réserver des moments comme ça où on peut s'extraire des situations qui nous envoient plein d'imprévus et se concentrer sur les choses qui ont vraiment besoin d'être faites sans interruption idéalement. Ça, c'est une organisation, je dirais, d'équipe. À regarder au niveau équipe comment on peut faire. Est-ce que je réponds à ta question, Cédric? Magnifique. Oui, tout à fait, c'est bon. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de retourner sur le Mentimeter. Qu'allez-vous mettre en place après la fin de cette capsule? Il y a déjà eu 2-3 réactions dans le chat. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous avez directement noté avec un 3 soulignés en vous disant « Ah, ça, il faut absolument que je change dans mes pratiques, ça, c'est une bonne idée, etc. » Et puis, de voir un peu ce qui vous a marqué. Et pendant ce temps-là, je vais partager différemment. J'en profite pour reprendre la main rapidement. Moi, j'ai une chose sur laquelle je voulais revenir. En fait, c'était les interruptions, encore une fois, peut-être, parce que c'est vraiment là, je pense qu'on a la plus grande possibilité de faire mieux. Et typiquement, tu l'as dit, Stéphane, mais peut-être un petit peu rapidement, si vous avez des idées qui vous viennent régulièrement, d'avoir toujours un bloc-notes à côté de vous, en fait. Parce que dès que vous avez une idée qui vient, la première chose que vous allez faire, c'est la garder en tête, puis c'est vous dire, faut pas que je l'oublie, faut pas que je l'oublie, faut pas que je l'oublie. Alors que si vous avez un bloc-notes à côté de vous, vous allez vous dire, ah, une idée, super, je la note, c'est bon, je vais plus l'oublier. Un peu comme une to-do list, en fait. Et dès que vous avez une idée, vous la notez, et puis régulièrement, peut-être tous les jours ou toutes les semaines, si vous avez cette possibilité-là, vous la reprenez, et puis vous vous dites, ah, est-ce que je peux en faire quelque chose maintenant, parce que j'ai le temps de la traiter. Donc, tu t'avais dit, Stéphane, oui. Mais c'est vrai que j'appuie fortement dessus parce que c'est souvent quelque chose où on se dit, ah ouais, mais c'est bon, de toute façon, je vais y penser.
Et puis, vous pouvez être sûr que 5 minutes plus tard, il y a un imprévu qui va arriver, il y a un truc que vous n'aviez pas pensé, il y a une demande supplémentaire. Et puis, l'idée, elle part. Ou alors, elle vous prend une énergie tellement énorme qu'à un moment donné, vous vous êtes dégoûté de l'idée puis vous ne l'utilisez plus. Donc, vraiment, cette notion du petit calepin ou bien d'utiliser votre téléphone portable avec Note ou n'importe quoi, ça marche super bien. Voilà. Oui, absolument. Quand on a un peu de temps, généralement, on creuse un peu ce sujet-là qui tient finalement en une phrase, c'est que vous avez des temps de collecte de ce que vous avez à faire et vous avez des temps de traitement de ce que vous avez à faire. Les temps de collecte, c'est n'importe quand. C'est des imprévus qui vous arrivent dessus. C'est aussi des canaux comme les emails ou le téléphone. Ces choses-là, il faut les réceptionner, les mettre quelque part dans le petit carnet que disait Cédric. Et à ce moment-là, quand vous faites votre temps de traitement, de planification, le soir, idéalement, pour le lendemain, ou à des moments clés, vous reprenez tous ces canaux où sont arrivées les choses que vous aviez à faire, les petits carnets, l'email, etc. Et puis, vous regardez comment vous arrivez à planifier ça dans le temps. Vraiment garder cette distinction entre la collecte et le traitement des tâches. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La main est super. Ouais, j'aime bien la main. Je crois qu'elle reste aux gens, la main, après. Planifier la semaine et la journée suivante. Toujours avoir une vision d'ensemble. C'est ça l'idée clé. Vous devez avoir une vision d'ensemble. Quand vous partez en voyage, vous avez une vision d'ensemble de votre trajet. Généralement, un GPS ou une carte il y a quelques années. Mais vous n'y allez pas au pif. Ou alors, vous avez un meilleur sens de l'orientation que moi. L'agenda, outil principal. Vraiment, 30% Eisenhower. Merci. Très bien. Beaucoup de choses pour vous. Magnifique. Enlever les notifications, planifier la journée, les actions sur l'agenda, planifier du temps pour les imprévus. Le crapaud, ça passe bien généralement. Mise en place d'un planning, planifier la semaine, moins chargé, on planifie moins. Et bizarrement, en planifiant moins, on arrive à en faire plus. Ça, c'est un effet paradoxal et contre-intuitif, mais c'est ce qu'on vérifie généralement. Afin de ne pas sans cesse repousser les tâches non faites, ça c'est aussi effectivement extrêmement fatigant, avaler le crapaud. Magnifique. Écoutez, moi, ça clôt ce que j'avais à dire. Cédric, le mot de la fin pour toi? Oui, super, hein. Il y a aussi dans le chat des gens qui ont marqué des choses, donc enlever les notifications, planifier la durée des tâches dans l'agenda, etc. Le crapaud, je crois que ça marche assez bien, hein. Les gens, c'est quelque chose de très visuel qui donne pas envie, mais pourtant indispensable. Je vous demanderai juste pour les statistiques internes, ceux qui connaissent, de répondre à la question où est-ce que vous travaillez. Donc, si vous avez juste 30 secondes pour répondre à ça, ce serait top. Donc, où c'est que vous travaillez pas, où c'est que vous habitez. Et puis, je pense qu'on peut, je peux te féliciter, Stéphane, parce que j'avais des doutes sur le fait qu'on tienne le timing dans une séance de gestion du temps. Et là, je crois qu'on est bien cette fois-ci. Donc, voilà. Merci beaucoup, Stéphane. On vous dit à la semaine prochaine pour la dernière capsule de la gestion du temps.